Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre podcast Bourdin Média, nous allons entrer dans l'alcôve des rois et empereurs de France. Comment ? Eh bien, à la suite des courtisanes et favorites qui ont émaillé l'histoire de France et qui ont chacune influé sur les prises de décision de ces rois et de ces empereurs. On raconte que Catherine de Médicis avait creusé un petit trou dans le plancher pour regarder comment ils faisaient l'amour les deux en bas. Diane de Poitiers, elle était très belle, elle était tellement belle que ça l'a tuée. Pour moi, c'est la favorite, la maîtresse qui a eu le rôle politique le plus important dans l'histoire de France. Bien, Amine, si nous nous intéressions aux courtisanes et aux favorites, qui elles aussi ont fait l'histoire. Elles ont joué un grand rôle dans l'histoire de France, on n'en parle pas parce que c'est des favorites, elles sont en off, parce que c'est des femmes, mais elles ont eu des rôles importants en ayant beaucoup d'influence sur certains rois. Oui, évidemment. On n'en parle pas parce que c'est pour ceux qui sont très monarchistes, dire qu'un roi est sous l'influence d'une femme, c'est parfois gênant. Hein. Premièrement, et deuxièmement, aussi au Moyen-Âge, c'était pas très répandu, on n'en parlait pas, c'était plutôt un sujet tabou. C'est par la suite qu'on va commencer à parler d'officiels, de favorites, pardon. Oui. C'est par la suite qu'on va commencer à parler des favorites, des maîtresses. Et puis par la suite, les rois vont s'afficher avec les favorites. Tout le monde sera à la cour. Agnès Sorel va ouvrir le bal. Elle va ouvrir le bal. Ah, oui. On va parler d'Agnès Sorel, mais je voudrais qu'on commence avec Philippe Auguste. Okay. Nous sommes en 1193 et il épouse une Danoise. Alors là, j'ai appris quelque chose. Pourquoi une Danoise ? C'est les alliances politiques à chaque fois. C'est Ingeborg de Danemark. Exactement. Le problème, c'est qu'elle ne lui plaît pas. Ah bon, il l'épouse, mais elle ne lui plaît pas. Elle ne lui plaît pas. Il la trouve moche, clairement. Ah ouais. Répulsion physique. Exactement, ouais. Et sans le savoir, cette histoire-là de Philippe Auguste va créer un énorme scandale auprès de l'Église. Auprès de l'Église. Et il s'acharne à faire annuler ce mariage. Il essaye et il va pas y réussir. Il va prendre une maîtresse, une favorite. Voilà. Agnès de Méranie. Agnès de Méranie. Ça commence comme ça. Alors, parle-moi un peu d'Agnès de Méranie, que je ne connaissais absolument pas. En fait, le problème, c'est que par rapport à l'Église, Philippe Auguste ne sera jamais considéré comme divorcé. Il est toujours avec Ingeborg, même si lui ne veut plus être marié avec elle. Donc, il est considéré comme bigame, ce qui est un réel scandale auprès de l'Église et auprès du pape. Alors, qui est cette Agnès de Méranie, dis-moi ? Agnès de Méranie fait son apparition en 1196. En fait, elle est issue du duché de Méranie dans le Saint-Empire. Oui. Et, germanique. Et Philippe Auguste va tomber éperdument amoureux d'elle, sachant qu'il est coincé dans le bourbier avec sa femme Ingeborg, parce qu'elle lui plaît pas. Et ce qui va déclencher un scandale, en fait, c'est que lui veut divorcer, mais l'Église ne l'accepte pas. Le pape, notamment le pape Innocent III, en fait, va mettre la France, à cause de cette histoire, sous le coup de l'interdit. En fait, plus de messes religieuses, plus d'enterrements religieux, plus de baptême, plus rien. En France, c'est interdit. À cause du roi. À cause du roi, à cause de ces histoires d'amour. Bon. Parce qu'en fait, le mariage n'a jamais été annulé, n'a pas été vraiment dissous. Et lui continue, il persiste à vouloir se marier avec cette Agnès. Mais le pape ne veut pas. C'est-à-dire qu'il est considéré comme quelqu'un de bigame. C'est qu'il a 2 femmes. Et ce qui est interdit à l'époque. Évidemment. Et Agnès de Méranie va rester la favorite longtemps Oui, pendant plusieurs années. Elle va rester. Le roi s'entête, mais à cause de cette crise, le peuple commence à gronder, les nobles commencent à s'énerver un petit peu. Donc, il doit se résigner et à récupérer Ingeborg. Agnès de Méranie. Et encore une Agnès, tiens. Agnès Sorel. Oui, on va passer à Agnès Sorel. Agnès Sorel qui était la maîtresse royale de Charles VII. De Charles VII. Charles VII, on resitue le contexte, et Charles VII, c'est Jeanne d'Arc, les Anglais et tout ça. Oui, elle était la maîtresse de Charles VII. La maîtresse de Charles VII est la première maîtresse officielle royale dans toute l'histoire de la monarchie française. Elle, c'était officiel avec Agnès Sorel. Agnès Sorel, c'était officiel. Oui, sauf qu'elle est morte à 28 ans. Exactement. Et que on ne sait pas comment elle est morte. Agnès Sorel, on sait comment elle est morte, mais elle avait une quantité de mercure dans son corps plus que la moyenne, et on soupçonne qu'elle ait été empoisonnée. Il y a eu des analyses toxicologiques, je crois, en 2005. C'est ça, récemment, on a fait des analyses, une autopsie, on a révélé un taux de mercure élevé dans son corps. J'ai été dans son tombeau. Ah oui ? J'ai été voir son tombeau à quel endroit ? à Loches.
À Loches, à la cité royale de Loches. Et j'en ai discuté avec le directeur et qui m'a confirmé que oui, en 2005, des études ont été prélevées sur son corps. Des études ont été faites sur son corps. Oui, elle est morte juste après avoir accouché de sa 4e fille. Exactement. Ce qu'il faut savoir sur Agnès Sorel, c'est qu'elle est considérée comme étant l'une des premières influenceuses en France. Ah bon? Une influenceuse. Ouais, voilà. Elle a lancé une mode, elle a lancé des vêtements, elle a lancé des nouvelles coupes de cheveux. Je sais pas si tu as vu le film Jeanne d'Arc de Luc Besson. Elle a lancé la mode des crânes qui remontaient tout en haut, les cheveux qui remontaient tout en haut, et on avait le crâne dégarni pour les femmes. Oui. Aujourd'hui, pour nous, c'est pas top, tu vois. Physiquement, pour les femmes, elles le font plus. Mais à l'époque, c'était à la mode. Oui. Et elle a élevé le dauphin, on dit. Oui. Le futur Louis XI. Exactement, elle l'a élevé, qui est le fils de Charles VII. En même temps, on peut le comprendre, Charles VII, sa femme Marie d'Anjou, elle avait une réputation, c'était celle d'être très très moche. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on le dise comme ça, mais le directeur, encore une fois, de la cité royale de Loches me l'a confirmé, que cette rumeur, cette légende a existé, comme quoi elle n'était pas très belle, et que même les gens disaient que pour faire fuir les Anglais, on mettait la femme de Charles VII, Marie d'Anjou, comme un épouvantail pour faire reculer les Anglais. Mais non, pour faire reculer les Anglais, on avait Jeanne d'Arc. Hein. Oui, mais eux, ils préféraient dire que Marie d'Anjou, elle était tellement moche qu'elle faisait fuir. Bien, Amine, après Agnès Sorel, Diane de Poitiers. Diane de Poitiers. Ah, grande favorite. Exactement. Grande courtisane quand même, parce que quand même, Diane de Poitiers, elle rencontre Henri II. Elle a quel âge quand elle le rencontre? Lui, il a 11 ans. Elle en a 28. Attends, je m'arrête là. Ouais. Il a 11 ans, elle en a 28. Ouais. Et pour l'instant, elle est chargée que de son éducation à ce moment-là. Ah d'accord. Il n'y a encore rien entre eux, c'est normal. Oui, c'est normal. Oui, mais après, elle est chargée de tout. Quoi. Elle s'est chargée de tout. Mais avant ça, elle a été mariée à l'âge de 15 ans avec un noble, Louis de Brézé, avant d'arriver à la cour du roi. Bien. Ils sont restés 20 ans ensemble. Oui. C'est un amour fou. C'est dès que lui, il commence à avoir à 19 ans qu'il commence à se passer des choses entre eux. Oui, quand il a 19 ans. Ouais. Bien. C'est Catherine de Médicis qui est la reine. Il va se marier, Henri II, le fils de François Ier, Henri II va se marier avec Catherine de Médicis, un mariage politique, parce que Catherine de Médicis est une riche Florentine. Mais il aura toujours un œil sur sa favorite, Diane de Poitiers. Diane de Poitiers. Voilà. Et d'ailleurs, on dit que Catherine de Médicis tolérait la présence de Diane de Poitiers. Elle l'a tolérée, mais elle en souffrait terriblement. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant avec le roi Henri II. Oui. Lui préférait batifoler avec sa maîtresse. Et on raconte même que sa chambre était au-dessus de celle de Diane de Poitiers, qu'elle avait creusé un trou dans le plancher et qu'elle les regardait. Attends, on s'arrête là. Catherine de Médicis dormait dans une pièce au-dessus de la pièce... De sa rivale, de la maîtresse du roi. De la maîtresse du roi. Ouais. Et la maîtresse du roi, évidemment, la nuit, passait ses nuits avec le roi. Exactement. Et quand ils passaient des nuits ensemble, on raconte que Catherine de Médicis avait creusé un petit trou dans le plancher pour regarder comment ils faisaient l'amour les deux en bas. Et c'est là où elle a appris qu'est-ce qu'il aimait le roi. C'était quoi sa position favorite? Oui. C'est la position des bêtes, comme on dit. Oui. Je te laisse imaginer. Bon, d'accord. Et sous les conseils de ses médecins, elle a commencé un petit peu à faire la même chose. Et ils ont réussi à avoir 9 enfants ensemble. Ah, le roi... Dont 3 vont devenir rois. Rois. Grâce à Diane de Poitiers, qui finalement a éduqué tout le monde dans cette affaire. On peut dire ça comme ça. Est-il vrai que Diane de Poitiers a conservé jusqu'au bout une beauté... Paraît qu'elle était très belle. Diane de Poitiers, elle était très belle. Elle était tellement belle que ça l'a tuée. C'est-à-dire ? Je t'explique. En fait, pour garder son éternelle jeunesse, elle avait une sorte de fontaine de jouvence. C'était qu'elle buvait des décoctions d'or. Attends, des décoctions d'or? Ouais, elle se faisait préparer des décoctions avec de l'or qu'elle buvait quotidiennement jusqu'à que ça la tue. En fait, on a trouvé dans son corps un taux d'or très très élevé et c'est ce qui a fini par la tuer. En fait. Oui, elle est morte à l'âge de 66 ans, ce qui était un âge élevé pour l'époque. Ouais, exactement. Comme quoi, en fait, la jeunesse éternelle l'a conduit à la tombe. Alors, on dit aussi qu'elle prenait un bain froid tous les matins, qu'elle avait une règle, une hygiène de vie. Pour l'époque, c'était assez rare. Ouais. Beaucoup d'équitation, ce qui l'a conservée. Quoi. Exactement, elle était très propre. C'est pour ça qu'Henri II l'aimait beaucoup, malgré les 20 ans qui les séparaient. C'est vraiment sa favorite. Il était vraiment éperdument amoureux d'elle. D'ailleurs, il va lui offrir le château de Chenonceau.
Mais à sa mort... Chenonceau, il lui offre Chenonceau. C'est exactement. Le roi va mourir lors d'une joute, il va se prendre une lance dans l'œil. Et à ce moment-là, quand il va mourir, Catherine de Médicis va enfin pouvoir tenir sa vengeance. Elle va dégager Diane de Poitiers du château de Chenonceau. Et voilà, ça y est, c'est maintenant qu'elle est libre de pouvoir faire ce qu'elle veut. Le roi n'est plus là pour protéger Diane de Poitiers. Elle va même l'empêcher de voir le roi quand il sera mourant. Ouais. Et Diane de Poitiers finira ses vieux jours au château d'Annette. Et d'ailleurs, Amine, quand je réfléchis à toutes ces courtisanes et ses favorites, ce sont les favorites du cœur. Ben oui, parce que les mariages, c'est surtout politique, c'est dans le but d'éviter des guerres, de rallier des pays entre eux. Et les favorites, c'est vraiment le cœur, c'est le véritable amour. En fait, ce sont elles qui ont régné, quoi. Plus, hein. Indirectement. Indirectement, oui. Elles ont influé. Elles ont beaucoup influé. Oui. Elles ont beaucoup influé, bien sûr que oui. Tiens, Gabriel d'Estrées, par exemple. Henri IV. Henri IV, c'est une passion de 10 ans. Ça. Ouais, c'était sa réelle... Si on veut dire le mot favorite, c'est vraiment sa favorite, puisqu'il a une 60aine de maîtresses. On lui connaît une 60aine de maîtresses. Ah oui, d'accord. Mais Gabriel d'Estrées, c'est vraiment sa favorite. Il l'aimait tellement qu'il voulait divorcer de sa femme, la reine Margot, pour pouvoir épouser... Marguerite de Valois. Exactement, qu'on surnommait la reine Margot, pour pouvoir épouser Gabriel d'Estrées. Il lui avait même offert une bague et commencé à préparer... une bague de fiançailles. Le mariage, ouais. Oui. Mais elle meurt. Assez vite. En 1599, elle meurt de son quatrième enfant. À la naissance du quatrième enfant, ouais. Et Henri IV va tomber dans une profonde dépression. Malgré son elle meurt enceinte du quatrième enfant, juste avant la naissance. Ouais, exactement, c'est ça. Et Henri IV, malgré son surnom de ver galant et toutes ses maîtresses qu'on lui connaissait, c'est vraiment sa favorite, c'est dire à quel point il l'aimait. Oui, il était dévasté. Ouais, il était dévasté, il a fait une grosse dépression suite à sa mort. Grosse dépression. Alors, est-ce qu'elle a été empoisonnée ? On ne sait pas trop. On ne sait pas. Hein. Non, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop puisqu'on peut avoir le doute, puisqu'en fait, beaucoup de gens étaient contre le fait qu'il quitte la reine Margot pour pouvoir se marier avec elle. Donc, est-ce que des gens ont essayé de la tuer ? C'est probable, on ne sait pas. Peut-être des puissances étrangères qui se seraient mêlées à tout ça. Même des gens de la cour. Dis-moi, tu es allé au Louvre ? Tu es allé au Louvre déjà ? Tu as vu le tableau du Louvre ? Lequel ? Tu n'as pas vu ? Celui de Gabriel d'Estrées et une de ses sœurs. Ah non, je sais pas. Ah non, mais c'est un tableau extraordinaire. Il fallait pas me dire ça, je vais y aller. Ah tu peux y aller. Elle est nue dans une baignoire. Ah. Écoute bien, sa sœur lui pince le téton, ça a été représenté, et ça montre à la fois la beauté, mais en même temps, ça montre que c'était elle, la mère des enfants royaux, et personne d'autre. Ok, ben oui, tellement il l'aimait, c'était sûr que... Et tu sais que notamment par rapport à Henri IV, lorsqu'il va mourir assassiné par Ravaillac, des soupçons vont se poser aussi sur sa femme, la reine Margot. Ah bon ? Ah bah oui. Parce un complot ? Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit à chaque fois ? À qui profite le crime ? Oui. Tu vois, Ravaillac l'a tué, oui, mais Ravaillac, c'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul. Peut-être des puissances étrangères, en complice avec la reine Margot. La reine Margot, peut-être qu'il veut se venger de Gabriel d'Estrées. On ne sait pas. Si nous passions à Madame de Maintenon. Oui, une des favorites les plus singulières que l'histoire de France ait connue. Elle a été engagée par Madame de Montespan. C'est ça. La Montespan, on dira la Maintenon, on dira plus tard la Dubarry. Enfin bon, Madame de Montespan, qui était la favorite de Louis XIV à l'époque. De base, oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut ce qu'il faut dire sur Madame de Maintenon, ce qui est intéressant, c'est que dès son arrivée sur Terre, dès sa naissance, déjà, c'est un fait marquant. Elle naît en 1635 dans une prison. Ah bon ? Elle n'est pas née chez elle, elle n'est pas née dans un hôpital, elle est née en prison dans le donjon de Niort, ce qui était une prison. Ah d'accord. Son père était condamné pour meurtre et elle est née là-bas. Et elle est née là-bas. Oui. Bon. Et elle a été engagée pour s'occuper des enfants illégitimes de Madame de Montespan. Exactement. Mais avant ça, à l'âge de 17 ans, en 1652, elle va se marier avec le poète Scarron. Ah bon ? Un homme influent qui a de l'argent, mais très laid, paralysé, qui est devenu un petit peu abîmé par la maladie. De 25 ans, son aîné. Et il va mourir et elle va devenir la veuve Scarron avant d'entrer au service de Madame de Montespan. Ah oui, d'accord. Mais elle était très calculatrice, quand même, Madame de Maintenon. Hein. Pour moi, quand on regarde le fil de sa vie, je pense qu'elle ne faisait pas les choses au hasard.
Tout était calculé, millimétré. C'était pas une michto qui... Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait très très bien ce qu'elle faisait, je pense. Bon, elle est engagée pour s'occuper des enfants illégitimes du roi Louis XIV, qu'il a eu il faut avec préciser, la Montespan. Il a eu des enfants avec Madame de Montespan. Oui. Et Madame de Maintenon, c'était la nounou. En gros, Madame de Montespan a fait rentrer le loup dans la bergerie, sans le savoir. Et voilà. Elle était pieuse. Très pieuse. D'ailleurs, elle va rendre le roi Louis XIV très très pieux vers la fin de sa vie. Discrète, douce. En fait, toute sa vie, ça a été dans la discrétion. En fait, c'est vraiment une pro. En fait, toute sa vie, c'était la discrétion, mais l'efficacité. Oui. Elle se marie avec Louis XIV discrètement. 2-3 personnes max le jour du mariage. De nuit. Elle se marie avec Louis XIV. Exactement. Ils vont se marier de nuit devant 2-3 témoins. Oui. Après la mort de Marie-Thérèse. Exactement. En 1683. Exactement. Avant le mariage, Louis XIV va la financer, il va lui donner de l'argent. Et avec cet argent-là, il va s'acheter le château de Maintenon. Château que j'ai visité, il est incroyable. Il est incroyable ? Ouais. Pourquoi incroyable ? Il est magnifique, il est beau, il est magnifique. Ça se voit en fait, on reconnaît la patte et la touche féminine. On voit que c'est un château féminin. Il est magnifique. Oui. Et le mariage de Louis XIV et de Madame de Maintenon n'a jamais été reconnu. Non. Jamais. Hein. Non. Louis XIV a fait disparaître toutes les preuves. Finalement, elle est restée très longtemps avec Louis XIV. Hein. Bien sûr, du moment où elle a été la nounou de ses enfants, c'est là où Louis XIV a commencé à jeter un œil sur elle. Ouais. Et par la suite... Petit à petit, elle l'a séduit. Il s'est séparé de Madame de Montespan suite à l'affaire des poisons. Il l'a éloignée. Voilà, Madame de Montespan qui quitte le terrain. On fait rentrer Madame de Maintenon. Jusqu'à son mariage. Et elle est restée à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie. Oui, jusqu'à la mort du roi en 1715. C'est ça. Jusqu'au bout. Exactement. Saint-Cyr, c'est quoi ? Saint-Cyr, en fait, c'est une sorte d'institution, une sorte d'école où on va leur apprendre... en fait, elle tenait beaucoup à éduquer les filles de la noblesse pauvre. C'est une institution où on va leur apprendre à l'éducation, à réfléchir autrement, à devenir intellectuel. Ouais, rien à voir avec l'école militaire. Non, rien à voir. Rien à voir. Et Amine, comme tu le disais... très pieuse. Hein. Mais elle était très bigote pieuse. Même. Oui, pas bigote, mais quand même maîtresse du roi. Quoi. C'est ça, elle était très influente sur le roi, notamment en termes de religion. Elle vraiment était très pieuse, très catholique. Et Louis XIV ne ratait jamais une prière depuis qu'il était avec Madame de Maintenon. Elle avait une grosse influence sur lui, notamment et jusqu'à ce que Saint-Simon, un célèbre éditorialiste de la cour, la surnomme Madame de Maintenon, ironiquement. Madame de Maintenon, tellement elle avait une grosse influence sur lui. Et d'ailleurs, elle a contribué à la révocation de l'édit de Nantes. Exactement. Après Louis XIV, Amine, on passe à Louis XV. Et Louis XV qui avait... la grande favorite de Louis XV, c'était Madame de Pompadour. Jeanne-Annette Poisson. D'origine... la favorite. Roturière. Hein. Ouais. Et ce qui est marrant avec elle, c'est que quand elle est petite, elle est enfant, une voyante va lui prédire un avenir de maîtresse de roi. Ah bon ? Ses parents, sa mère notamment, va prendre cette prophétie au sérieux et va lui donner une éducation à la royale pour la préparer. Ah ben ça, c'est extraordinaire. Ça, je ne savais pas du tout. Elle est favorite de Louis XV pendant 20 ans. Ouais, c'est ça. Avant ça, en 1741, elle sera mariée avec Charles-Guillaume Lenormand d'Étiolles et mène un petit peu une vie mondaine à Paris. Oui, c'est une mondaine, quoi, hein, Madame de Pompadour. Mais mondaine, mais enfin qui a la tête sur les épaules parce que c'est un véritable chef de gouvernement. Hein. Ouais. Louis XV va la rencontrer lors du mariage du dauphin en 1745 et c'est là qu'il va avoir le coup de foudre pour elle. Ah, d'accord. Dis-moi, elle meurt, elle reste 20 ans au pouvoir en quelque sorte. Hein. C'est elle qui conduit un peu la politique de la France. Mais avant ça, comment on fait pour la mettre dans la cour ? Il faut bien qu'elle ait un titre, elle n'en a pas. Elle n'a pas de titre. Du coup, on va la faire marquise de Pompadour. Ah, marquise de Pompadour. Mais comment on va la forcer à épouser le marquis de Pompadour ? Non, le roi a tout pouvoir, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, ouais. Et elle a tellement d'influence sur le roi qu'elle va se faire beaucoup d'ennemis aussi à la cour. Elle aussi, oui. Ouais. Mais elle meurt en 1764. Ouais. Assez jeune, à 42 ans. Ouais, elle n'est pas morte vieille. Ouais. Elle aura tellement d'influence sur le roi qu'en 1756, elle va être responsable du ralliement entre la France et l'Autriche, des ennemis héréditaires. Elle va envoyer des messages aux ambassadeurs. Elle va beaucoup un rôle diplomatique important. Elle va avoir vraiment un rôle diplomatique. Et c'est incroyable pour une maîtresse de faire ça. C'est même pas la reine, ce n'est qu'une maîtresse, mais pour moi, c'est la favorite, la maîtresse qui a eu le rôle politique le plus important dans l'histoire de France. Dans l'histoire de France, la Pompadour. Elle meurt d'une tuberculose ou d'un cancer du poumon, c'est pas trop. Ouais. Hein, et le roi
ça j'ai appris ça, n'a pas le droit d'assister aux obsèques. Parce qu'elle n'est pas officielle. Parce qu'elle n'est pas officielle. Et que ce sont les obsèques d'une simple marquise de Pompadour. Voilà, exactement. Simple marquise. Qui plus est sa maîtresse. Bon, il ne peut pas assister aux obsèques de Madame de Pompadour, ce qui est normal. Mais de loin, il regarde par la fenêtre. Le cœur meurtri. Le cœur meurtri, il pleut. Ouais. Et que voit-il ? Le cercueil de Madame de Pompadour. Qui s'éloigne. C'est ça. Et là, il a un mot, une phrase devenue célèbre. Ouais. Il dit « La marquise n'aura pas de beau temps pour son dernier voyage ». C'est beau, ça. Hein, c'est triste et c'est beau. Ouais. C'est triste et romantique. Mais il était fou amoureux d'elle. Hein. Ouais, il était fou amoureux d'elle. Mais cette phrase, ça ne me sert même plus à rien qu'on le dise, puisque tous les rois étaient fous amoureux de leur maîtresse. Mais c'est même pas que c'était juste une maîtresse, c'est vraiment ils étaient fous amoureux d'elle. Il la considérait comme leur femme, mais en off. Amine, nous terminons cet épisode sur les favorites et les courtisanes avec Madame du Barry. Exactement. Qui a succédé... Jeanne Bécu. Oui. Comment, Jeanne ? Jeanne Bécu. Jeanne Bécu, qui a succédé à Madame de Pompadour. Exactement, elle est venue juste après. Ça a été, oui, la dernière favorite affichée de Louis XV. Okay. Pas que, elle a aussi été la transition entre la monarchie et le nouveau régime, parce qu'elle finira guillotinée. Guillotinée, oui. Origine modeste, donc, Jeanne Bécu. Elle a grandi dans un couvent. Oui. Fille illégitime d'une couturière. Ouais. Et quand elle grandira, elle va fricoter un petit peu avec les soirées mondaines, les maisons de plaisir, comme on dit. Oui. Et c'est là où elle se fait remarquer par le comte du Barry, qu'on surnommait le Roué, qui va tout faire pour la présenter au roi Louis XV avec une idée derrière la tête. Tout était calculé. Du coup, pour qu'elle arrive à la cour, il lui faut un titre. Il va la faire marier à son frère et on va la surnommer Madame du Barry. Le roi meurt. Oui, de la petite vérole, à force de tremper la biscotte un peu partout. Oui, d'accord. Ouais. Et puis, là, elle se rend compte qu'elle va être chassée de la cour. Là. Pourquoi ? Et par qui ? Oui, par qui ? Rappelle-toi, on avait parlé une fois, toi et moi, de Marie-Antoinette. Oui, bien sûr. Et Marie-Antoinette, elle ne supportait pas cette histoire de maîtresse à la cour de Madame du Barry. Du coup, à la mort de Louis XV, Louis XVI est sur le trône et sous les conseils et l'influence, encore une fois, de Marie-Antoinette, la du Barry dehors. Alors, Amine, ce qu'il y a d'extraordinaire avec la du Barry, c'est qu'elle est partie à Londres. Après la mort de Louis XV, elle part à Londres. Mais entre-temps, elle est cambriolée. Ouais. Son château. Elle est cambriolée. Il y a un procès pour ça. Son château, c'était à Louvciennes. Hein. Ouais, le château de Louvciennes. Tu le connais, ce château ? Il est sur ma liste. Je vais bientôt le faire. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais bientôt le faire. Ouais. Bon, d'accord. La liste est longue encore. Ouais, je ne peux pas être parti. Bon, et elle est cambriolée, on lui vole des bijoux. C'est ça, exactement. Il y a un procès qui se tient et elle veut absolument assister au procès. On est après la Révolution, bien entendu. Elle représente la monarchie. Elle revient de Londres pour assister au procès. Oui, exactement. Des voleurs de ses bijoux. C'est ça. Pas très intelligent ce qui lui arrive. Non, sachant que les gens veulent sa tête, entre guillemets, et qu'elle représente encore la monarchie. Du coup, elle se fait attraper. Et la frivolité de la monarchie, et l'argent dépensé, et la c'est ce qu'on va lui reprocher, d'avoir dilapidé l'argent de l'État aussi. Ouais. Et là, donc, elle est condamnée, elle est arrêtée, condamnée, guillotinée. Et elle se... Alors, on dit que sa fin a été effroyable. Ouais. Elle sera guillotinée avant de mourir. Elle va lâcher cette petite phrase qui est restée célèbre, où elle montre qu'elle va encore profiter de la vie, où elle dit encore un petit moment, monsieur le bourreau, encore un petit moment. Ouais. Elle se débat, hurle et supplie ses bourreaux avant de mourir. Merci d'avoir découvert cette histoire de France, l'histoire de ses courtisanes, de ses favorites. Et je ne pouvais pas, dans cette série, c'est la dernière d'ailleurs, c'est le dernier épisode de notre série Talaref avec Amine, je ne pouvais pas ignorer l'affaire du poison. Parce que cette affaire a émaillé le règne de Louis XIV, a marqué cette époque. Nous allons tout découvrir dans ce prochain épisode consacré à l'affaire du poison.